Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous tourne une vidéo que je suis ravie de vous faire et qui sent bon les clémentines et les écharpes en tartan. Il s'agit bien évidemment de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ce challenge, il s'agit d'un challenge qui est organisé depuis l'année dernière par L'Enluminé, qui l'a repris de Margot Liseuse, et qui est un challenge littéraire qui tourne autour de l'hiver. On a des catégories divisées en sous-menus. Vous allez voir que j'ai encore vu très grand pour ma pile à lire dans la mesure où je crois que j'ai 44 livres, c'est beaucoup. Ce challenge s'étale sur 3 mois, du 1er décembre au 28 février. Mais comme en ce moment ma moyenne de lecture tourne environ à 15 livres par mois, je me dis que c'est jouable. J'avais vraiment envie de me donner du choix pour chaque sous-catégorie et du coup, on va pas attendre plus longtemps et on va commencer tout de suite avec le premier menu. Le premier menu s'intitule Magie de Noël et la première sous-catégorie c'est All I Want for Christmas. Je vous ferai pas l'affront de vous chanter la chanson. Les mots-clés sont ici romance de Noël, amour, amitié, avec option d'une histoire qui se passe pendant l'Avent, Noël ou le jour de l'an. En tout premier, j'ai choisi un livre que je vous ai présenté très récemment, la semaine dernière il me semble. Il s'agit de The Christmas Horse and the Naughty List de Tom Fletcher, qui est le tome 3 du Noël aux Ors. Vous avez sûrement entendu parler de cette saga, c'est une petite saga jeunesse très mignonne. Franchement, foncez, c'est vraiment adorable. Et en plus, comment ne pas craquer sur ces très jolies éditions. Pour cette sous-catégorie, j'ai aussi décidé d'inclure La Bûche, Les Embûches et Le Bûcheron de Océane Gino. Je ne l'ai pas en papier parce qu'il n'existe qu'en format numérique. C'est une petite romance de Noël qui a l'air, ma foi, très chou. J'ai pas envie de vous faire le résumé parce que je trouve que le titre donne bien le ton. Je vous invite à aller découvrir cette autrice. Elle est très active sur sa page Instagram, notamment des conseils d'écriture si ça peut vous intéresser. Franchement, rien que le titre, je trouve, il donne très envie et en plus, il donne faim. On enchaîne sur la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Lettres au Père Noël avec les mots-clés épistolaires, enfance et jeunesse. Le premier que j'ai inclus dans cette sous-catégorie est Mary and the Night Brothers de Baby Alston. On est ici sur un roman fantastique jeunesse qui va avoir pour thématique les enquêtes surnaturelles. J'en entends que du bien, il paraît que c'est très chouette, très sympa, il me fait très envie. Et même si je ne sais pas du tout si l'histoire se passe en hiver, cette couverture pour moi fait très hivernale. Avec les pages bleues comme ça, il me fait très envie et je suis très contente de pouvoir le découvrir cet hiver. Ensuite, dans cette sous-catégorie, j'ai inclus 3 livres dont je vais vous parler très rapidement parce que je vais vous en reparler dans une vidéo qui va arriver très vite sur la chaîne, mais je ne pouvais pas ne pas inclure le livre qui rentre parfaitement dans cette catégorie. Il s'agit de Letters from Father Christmas de J.R.R. Tolkien, qui est donc un recueil de lettres que Tolkien écrivait à ses enfants chaque année en se faisant passer pour le Père Noël. J'ai ici l'édition du centenaire qui est magnifique, c'est un hardback. Je vous en dis pas plus et on en reparle donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai inclus How Winston Delivered Christmas de Alex T. Smith, qui est un genre d'album jeunesse, mais là encore j'ai pas envie de vous en dire trop et je vous expliquerai tout dans ma prochaine vidéo, mais regardez-moi ce livre, il est absolument magnifique et je trouve qu'avec la petite lettre qui est juste là, on est pas mal pour le mot-clé épistolaire. On finit sur cette sous-catégorie avec un album magnifique que j'avais acheté l'année dernière juste avant Noël et qu'au final je n'avais pas eu le temps de lire. Il s'agit de The Night Before Christmas in Wonderland de Caris Baxington et Kate Hindley. C'est vraiment un tout petit album jeunesse. On est donc, vous l'aurez compris, sur une réinterprétation de Alice au Pays des Merveilles à la période de Noël. Je vous en reparle très bientôt, promis, et je vous montrerai également quelques planches à cette occasion parce que franchement celui-là il a l'air absolument merveilleux. C'est le cas de le dire. Allez, on enchaîne avec la troisième sous-catégorie du premier menu. Il s'agit de Danse de la Fée Dragée avec les mots-clés. C'est univers onirique, fantasy et fantastique et vous allez voir que là c'est la catastrophe vu que j'ai inclus pas moins de 6 romans. Le tout premier, je me le garde depuis cet été, mais parce que je sentais qu'il fallait que j'attende vraiment la période de Noël et l'hiver pour le lire. Il s'agit de The Midnight Library de Matt Haig. On est sur quelque chose de vraiment très poétique, très touchant. Il me semble qu'il s'agit d'une femme qui va décéder, qui va arriver dans une bibliothèque, donc The Midnight Library, dans laquelle elle va pouvoir voir ou avoir accès en tout cas à toutes les vies qu'elle aurait pu avoir, toutes les versions de sa vie qu'elle aurait pu avoir. Et il paraît que c'est extrêmement touchant. Je voulais vraiment attendre l'hiver pour le lire et donc je suis ravie de le lire, d'autant qu'il est très court. À mon avis, il va se lire rapidement et j'espère vraiment qu'il va me plaire. On enchaîne avec les histoires très touchantes et très poétiques. Je vous l'ai montré très récemment parce qu'il est arrivé il y a seulement 1 ou 2 semaines chez moi. Il s'agit de la version
version collector de The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. Très rapidement, vu qu'on le voit absolument partout en ce moment, il s'agit d'une jeune femme qui va passer un genre de pacte avec le diable, un peu un pacte faustien, et qui va la rendre immortelle ou en tout cas éternelle, sauf que la contrepartie c'est que les gens qu'elle croise dans sa vie ne peuvent pas se souvenir d'elle, et j'en entends que du bien, donc je suis très contente de pouvoir le lire rapidement. Un peu dans la même veine que The Midnight Library, j'avais trouvé en charity shop The Book of Tomorrow de Cecilia Ahern. On est ici sur une jeune femme qui va trouver un livre mystérieux qui est fermé par, je crois, un verrou en or ou un verrou doré, et je pense qu'on va être un petit peu sur la même thématique que The Midnight Library, peut-être les vies possibles, je sais pas, mais il paraît qu'il est très poétique, aussi très touchant et apparemment quand même assez drôle. Je suis contente de la découvrir dans ce livre qui apparemment n'est pas son plus connu, donc je me dis ça peut être l'occasion de découvrir sa plume sans forcément passer par ses plus gros best-sellers. Ensuite, comment ne pas mettre dans cette catégorie qui contient le mot-clé onirique le Sandman, donc c'est le tome 2 du comic de Neil Gaiman. On est ici sur un tome qui s'intitule The Doll's House. Souvenez-vous, j'avais lu le premier tome assez récemment, même si on est sur quelque chose d'assez brut, d'assez brouillon, pas forcément très fin ni très harmonieux en termes même de palette de couleurs. J'avais beaucoup aimé le tome 1, on suit ici donc le Sandman, donc le marchand de sable qui s'appelle Morpheus et qui s'est retrouvé suite à un espèce de quiproquo enfermé par une espèce de société secrète qui avait voulu capturer un dieu. Et on va donc découvrir le Sandman et sa famille, tous les autres dieux du Panthéon. On va également croiser la mort, on va croiser Lucifer, etc. Et donc là, on continue dans ces aventures. C'était très chouette, c'est assez sombre et c'est pas forcément à mettre entre les mains de tout le monde, mais ça reste une histoire très originale et forcément Neil Gaiman, je peux pas, moi, ne pas inclure de Neil Gaiman dans mes piles à lire. Donc je suis très très contente d'avancer dans cette saga. Ensuite, une acquisition toute récente, vu que c'est un cadeau de mon chéri qu'il m'a fait il y a 2 jours, nous nous sommes procuré High Fire de Eoin Colfer. C'est donc un livre écrit par la même personne qui a écrit les Artemis Fowl, la série jeunesse, vous savez, qui parle d'un espèce de génie cambrioleur qui va se retrouver dans le monde des fées et des elfes. Et ben là, on est sur de la fantasy, ou en tout cas du fantastique. On est sur de la fantasy beaucoup plus adulte, et on va suivre un dragon qui boit du whisky, c'est ça ? Bon bref, qui boit beaucoup d'alcool, qui vit à la Nouvelle-Orléans et qui va se retrouver, il me semble, impliqué dans une histoire d'enquête. Apparemment c'est très drôle, mais c'est aussi très bien mené, et je suis super contente de 1 de découvrir la plume de Colfer en adulte, et de 2 de me lancer dans cette aventure qui a l'air assez déjantée, assez décalée, mais qui je pense peut franchement me plaire. Le tout dernier livre que je souhaite inclure dans cette sous-catégorie, je ne l'ai pas en ma possession, je vais essayer de me le procurer pendant que je serai en France. Il s'agit de Citadins de demain, donc le tome 1 de la trilogie Capitale du Nord de Claire Duvivier. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé assez récemment de la trilogie en parallèle qui est écrite par Guillaume Chamanadjan qui concerne Capitale du Sud. On est sur de la fantaisie adulte de grande qualité, et comme les trilogies sont faites pour se lire en parallèle, et ben écoutez, je vais essayer de mettre la main dessus pour pouvoir avancer. C'est vraiment une saga qui se découvre petit morceau par petit morceau, et c'est très très chouette, franchement. Si vous n'avez pas encore découvert soit la trilogie de Guillaume Chamanadjan, soit celle de Claire Duvivier, foncez. C'est vraiment de la très grande qualité et c'est assez surprenant. On enchaîne sur le deuxième menu qui s'intitule Hiver sombre, et la première sous-catégorie c'est Scrooge avec les mots-clés anti-héros, conflit et mensonge. Là, j'ai été assez raisonnable dans la mesure où je n'ai mis que 2 romans. Le premier, je vous en ai parlé très récemment, il s'agit de The Last Graduate de Naomi Novik, qui est donc le tome 2 de la saga de la Skull Omens et qui fait suite à Deadly Education. On est ici, souvenez-vous, sur un espèce de poudlard de la magie noire. Je suis très contente d'y retourner parce que même si le tome 1 n'avait pas été un coup de cœur, la fin laissait présager un gros retournement de situation, et j'avais bien envie d'y retourner. C'est assez sombre, mais c'est vraiment très sympa. Ensuite, un réchappé de mon Pumpkin Autumn Challenge et même de mon mois de la fantasy de cette année, Le Royaume éveillé de Adrien Thomas. C'est donc le tome 2 de la saga du Chant des épines. Pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie? C'est parce qu'on est ici sur un empire qui est un peu en train de naître, de se créer,
et on a donc tout un tas de conflits, de trahisons, de complots politiques, etc. Saupoudrés de créatures magiques franchement pas mignonnes du tout. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu quasiment d'une traite. Adrien Thomas, à l'origine, je le connaissais davantage en jeunesse et en young adult, mais sachez qu'en adulte, c'est vraiment excellent et je suis très contente de pouvoir y retourner, même si, au final, ça fait plus de 6 mois que je me traîne ce tome 2. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi encore à le lire. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Stalactite ensanglantée et il faut lire des livres avec les mots-clés horreur, thriller et suspense. Là, vous vous doutez que j'en ai mis pas mal parce que c'était un de mes genres préférés, forcément. Le premier, c'est aussi un rescapé de mon Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Pine de Francine Toon. On est ici sur un thriller qui se passe en Écosse, plus précisément dans les Highlands, donc j'ai trouvé que ça allait en plus très bien avec le Cold Winter Challenge parce que ça fait vraiment ambiance froide. Il me semble qu'il va être question de disparition ou de meurtre qui concerne des enfants, j'ai pas envie d'en savoir plus. Cette couverture juste, et je la trouve magnifique et elle me fait très envie. Et ça me permettra, pourquoi pas, de refaire une vidéo sur les livres qui se passent en Écosse et que je vous recommande, mais en tout cas, celui-là me fait très envie. Ensuite, une pile à lire ne serait pas complète sans un petit Stephen King. Je vais lire Billy Summers, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. On est ici sur un thriller pur et dur, on n'a pas du tout apparemment d'aspect surnaturel ou fantastique dans celui-là, et c'est aussi ce que j'aime chez Stephen King. J'aime beaucoup ces romans purement romans noirs, purement thriller sans paranormal. On est ici sur un vétéran qui va revenir de la guerre et qui va se retrouver, je ne sais pas comment, à enquêter, il me semble, sur un terroriste. Apparemment c'est assez poignant, très bien écrit et très bien mené, donc je suis très contente d'y retourner parce que j'adore Stephen King et celui-là c'est sa sortie très récente, elle a 1 ou 2 mois, donc j'ai pas envie de le faire traîner très longtemps. Et écoutez, il était parfait pour cette sous-catégorie. J'ai ensuite inclus un livre qui vient de ma pile à lire du Black November, donc de la dernière semaine du Black November, celle qui est à cheval sur novembre et décembre. C'est parfait, elle me permet de faire la transition entre les deux challenges. Il s'agit de Rules for Perfect Murders de Peter Swanson. On est sur une enquête dans laquelle il va y avoir des meurtres qui semblent s'inspirer des classiques de la littérature du roman noir, avec entre autres Agatha Christie ou Donna Tartt ou Patricia Highsmith. Et donc on a un auteur, je crois, qui va être appelé par le FBI pour les aider à démêler un petit peu les racines littéraires de ces meurtres. Il est très court et j'en ai eu que de bons échos, donc je suis très contente de pouvoir le lire et cette couverture fait vraiment très hivernale, je trouve qu'il est parfait pour la saison. Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai envie d'inclure Encens de Johanna Marines, qui est un des livres que je veux lire pour le PLIP 2022. On est ici sur un roman noir qui se passe dans les années 15-20 à la Nouvelle-Orléans. Ça m'a forcément rappelé The Axeman Jazz de Ray Celestin que j'ai lu il y a quelques temps parce qu'on est sur la même thématique, c'est-à-dire sur la thématique du tueur à la hache, qui est un tueur qui a réellement existé à la Nouvelle-Orléans et qui donc, comme son nom l'indique, tuait ses victimes sauvagement avec une hache. Et j'avais envie de découvrir ce que Johanna Marines a pu faire en young adult. Il paraît que ce roman est très chouette, j'en ai eu pas mal de bons échos, il paraît que c'est surtout très bien écrit. Donc voilà, il me fait très envie et je pense qu'il fera partie de ceux que je me procurerai en papier en France dans quelques semaines. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir découvrir cette autrice et de voir une nouvelle interprétation de cette période à la Nouvelle-Orléans. On enchaîne avec la prochaine sous-catégorie qui est Père Fouettard avec les mots-clés Force obscure, Enfer et démons. J'ai donc inclus tout naturellement vis-à-vis du titre The Devil and the Dark Water de Stuart Turton. Souvenez-vous, cet auteur c'est celui qui a écrit The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, qui m'avait pas convaincu du tout, et donc j'ai décidé de lui donner une seconde chance avec celui-là, pour lequel franchement j'ai pas mal d'espoir. On est sur un bateau au XVIIe siècle, oui c'est ça, et un détective est emmené par bateau à Amsterdam parce qu'il est accusé d'un crime, et apparemment il va y avoir des forces surnaturelles et obscures qui vont être à l'œuvre sur ce bateau. On pourrait croire que j'y vais à reculons du fait de ma déception avec le premier livre de l'auteur, mais non, j'ai vraiment très envie de lire celui-là et il me fait vraiment très envie. Ensuite, dernière sous-catégorie pour ce deuxième menu, on a la sous-catégorie Un chalet sous la neige avec les mots-clés huis clos, enfermement et neige.
J'ai choisi ici deux livres qui rentrent plutôt dans le mot-clé enfermement et huis clos. Le premier, c'est encore et toujours un rescapé de mon Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Northanger Abbey de Val McDermid, qui est donc une réécriture du classique de Jane Austen. Pourquoi je le mets dans cette sous-catégorie? Parce que pour moi, Northanger Abbey et enfermement, ça va vraiment très bien ensemble. Alors, on va suivre une jeune fille qui s'ennuie un petit peu dans sa vie et qui va être invitée par une famille d'amis très bourgeoise dans leur maison qui se trouve non loin d'Édimbourg, et donc qui est juste là, un espèce de manoir à l'ancienne, vous savez, un peu cliché, un peu sombre, manoir gothique typique quoi. Elle va un petit peu se perdre dans ses fantasmes de romans gothiques justement parce qu'elle lit énormément de littérature gothique et elle va un peu avoir du mal à faire la part entre réalité et fiction. Le cœur du roman c'est justement ce manoir et l'ambiance assez oppressante, et donc pour moi ça correspondait vraiment à ce mot-clé enfermement. Je trouve que sans être un thriller, c'est pas du tout ça dans Northanger Abbey à l'origine. À mon avis, Val McDermid a rajouté une touche de noir dans la mesure où elle, c'est une autrice de polar et de roman noir à l'origine. Donc j'ai hâte de voir le twist qu'elle a pu apporter au classique et surtout de voir que ça se passe en Écosse. Et bah ça me fait très plaisir, donc je suis contente de pouvoir le lire bientôt. Pour le deuxième, eh bien, je n'ai pas cherché très loin, je me suis fiée aux recommandations de l'Enluminé de Laure et j'ai inclus Les Carnets de l'apothicaire. C'est un petit manga avec au storyboard Itsuki Nanao et au dessin Neko Kurage. Pourquoi je l'ai inclus? C'est parce que apparemment on va suivre une jeune fille qui se retrouve forcée à intégrer le palais impérial et à devoir servir les dames de la cour, et qui se retrouve en fait séquestrée. Elle est en quelque sorte un peu prise en otage. Elle va donc soigner les femmes de la cour avec ses remèdes parce qu'elle a une formation d'apothicaire. Mais donc voilà, si l'Enluminé le valide pour cette catégorie, et ben écoutez, qui suis-je pour me plaindre? Je suis très contente de pouvoir le caser et comme il me fait très envie, et ben voilà, il a sa petite place dans le challenge. On passe au troisième menu qui s'intitule Cocooning hivernal avec comme premier sous-menu marron glacé avec les mots-clés feel good et gourmandise. J'ai pas cherché très loin pour ce sous-menu. Je me suis concentrée sur le mot-clé gourmandise. C'est un livre que je n'ai pas encore entre les mains. Il s'agit de Mon hiver cosy de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. Ce livre, je l'avais précommandé, mais en raison du Brexit, Caroline n'expédie plus au Royaume-Uni, on la comprend, c'est vraiment très compliqué. Et donc j'ai fait livrer ce livre chez mes parents en France. Il m'attend bien sagement, j'ai vraiment hâte de pouvoir rentrer et le découvrir. J'avais aussi précommandé avec le mug de Noël qui a l'air magnifique. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait un recueil sur le thème de la saison de l'hiver et de Noël, avec par exemple des recommandations de livres, de films, beaucoup de recettes, des idées de DIY ou de déco, simplement en fait l'interprétation de Caroline de la saison de l'hiver et de Noël. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir ce tome dédié à l'hiver. Et écoutez, ça me permet de valider cette catégorie assez facilement parce que c'est pas un livre que je lis d'une traite, c'est plutôt un livre que je consulte à l'occasion, que je feuillette, voilà, avec un petit thé à la main. Mais ça compte pas franchement comme une lecture. Mais écoutez, moi il y a le mot-clé gourmandise, ça me va. J'ai également inclus un livre que Laure de l'Enluminé a inclus elle-même dans sa pile à lire. Je vais lire Prospérine virgule point, je ne l'ai pas là encore en papier, je l'ai sur Kindle et je vais sûrement me l'acheter en physique en France. C'est un roman que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, pour le roman Feel Good. Je n'en sais pas grand-chose, je sais juste qu'il va être question de ponctuation. Apparemment c'est très drôle, très touchant et surtout très bien écrit et très intelligent, donc il me fait très envie, j'en entends que d'excellents retours. Je l'avais inclus dans ma liste des 25 sections et du Plib et j'ai été ravie de voir qu'il avait été retenu. Donc eh ben, écoutez, je vous en reparle dans quelques temps, mais celui-là c'est sûr qu'il va y passer assez rapidement. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est bonhomme en pain d'épices avec les mots-clés différence, tolérance et LGBTQI+. Ici, j'ai inclus deux livres rescapés de mon Pumpkin Autumn Challenge. Le premier est Everyone in this room will soon be dead de Emily Austen. On est sur un roman un petit peu à la croisée entre Cozy Mystery et Feel Good apparemment. On va suivre une jeune femme qui souffre d'angoisse et d'anxiété sociale et qui va se retrouver en fait à devenir réceptionniste dans l'église du coin, sauf que elle va se retrouver mêlée à une affaire de meurtre. C'est un roman qui a l'air à la fois très drôle et très touchant. Apparemment c'est un humour
noir, mais il est aussi question pas mal de santé mentale et il y a pas mal d'émotions. Cette jeune femme s'identifie comme queer, c'est pourquoi je l'ai retenue pour cette catégorie. Et puis bah écoutez, moi, un roman dont la couverture comporte un lapin, moi je peux pas dire non. Enfin, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Moi je vois un lapin, je fonce. Et j'ai aussi inclus dans cette sous-catégorie The Sleeper and the Spindle de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddle. On est ici sur une réécriture de La Belle au bois dormant et de Blanche-Neige, il me semble, c'est un mix des deux, avec un axe de lecture plutôt féministe. Et la couverture laisse penser qu'il va y avoir une romance FF. J'ai lu plusieurs retours comme quoi c'était pas forcément le cas et que la couverture exagérait peut-être un peu le trait alors que c'était pas forcément dit dans l'histoire. Mais en tout cas, j'ai envie de me faire mon propre avis. Et écoutez, pour l'instant, moi je le mets dans cette sous-catégorie. Si au final il n'y rentrait pas, c'est pas grave, je le mettrai autre part. Mais il me fait très envie. Je vous montre juste une ou deux planches. J'adore le style de Chris Riddle. Ça peut paraître assez chargé et c'est pas forcément... ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très très élégant, très poétique et j'ai vraiment hâte de le lire. C'est une toute petite histoire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu encore dans mon pumpkin, mais en tout cas je suis contente de pouvoir le glisser dans cette sous-catégorie. On finit sur ce menu avec la dernière sous-catégorie qui est vitrine de Noël, où il faut lire un roman graphique, un manga, une BD ou un livre illustré. Vous me direz, j'en ai déjà dans ma pile à lire, donc j'aurais pu me passer de cette sous-catégorie, mais j'avais quand même envie d'en caser deux. J'ai inclus tout d'abord Sorceline, le tome 3, qui est donc au cœur de mes origines que j'avais ramené de France. J'aurais pu le lire pour la Pumpkin Autumn Challenge, honnêtement il aurait été parfait, mais je sais pas, j'avais envie de me garder des lectures doudou pour cet hiver. J'adore Sorceline et je suis très contente d'avancer dans ce tome 3, d'autant que la fin du tome 2 se finissait sur un joli petit cliffhanger. Je vous montre juste une ou deux planches si vous ne connaissez pas encore. J'aime beaucoup le style graphique, j'aime surtout la palette de couleurs, je trouve ça à la fois très doux et très original, très onirique. Et celui-là, il va pas faire long feu, entre deux gros romans, il sera parfait parce qu'on est vraiment sur des toutes petites BD jeunesse. Donc c'est l'affaire de maximum 3/4 d'heure, 1 heure, mais c'est toujours un plaisir d'y retourner. Deuxième BD, on est toujours sur du jeunesse mais dans un tout autre genre. J'ai envie de lire le tome 3 de La Brigade des Cauchemars, donc Esteban, qui est une BD de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac. Comme je vous le dis, c'est une BD jeunesse, mais on est ici plutôt sur une thématique enquête, voire légèrement horrifique. En fait, on va suivre un groupe d'adolescents qui forment la Brigade des Cauchemars, qui sont en fait chargés d'aider des enfants ou des adolescents qui souffrent de cauchemars en rentrant dans leurs cauchemars pour en quelque sorte enquêter. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2, mais je pense que je vais les relire pour être sûre de les avoir bien en tête avant de me lancer dans ce tome 3, d'autant que ma maman a acheté le tome 5, et donc quand je vais rentrer en France, je vais pouvoir lire les tomes 4 et 5, et donc ça sera très chouette de pouvoir tous les enchaîner. Alors, on passe au quatrième menu qui s'intitule Marcher dans la neige, avec la première sous-catégorie qui s'appelle Pôle Nord et qui contient les mots-clés froid, hiver, neige et pays froid. J'ai inclus ici deux romans français. Tout d'abord, j'ai choisi de lire Notre-Dame-des-Loups de Adrien Thomas. On est apparemment ici sur un espèce de western, mais fantastique et qui a l'air bien glaçant parce que je crois que... Oui, c'est ça, il est question d'un tourbillon de neige. Je crois savoir quelle est la thématique de ce roman. On est sur les loups clairement, mais pas des petits loups gentillets et tout ce qu'il y a de plus naturel. J'adore la plume d'Adrien Thomas, je suis vraiment fan de ce qu'il fait et j'avais envie de le découvrir dans un genre un peu différent d'habitude, et cette idée d'un western à la sauce fantastique et en plus qui se passe en hiver, et ben écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Si ça vous convainc pas, si ça rentre pas parfaitement dans la catégorie, je sais pas ce qu'il vous faut, mais celui-là franchement il me vend du rêve. Je suis ravie de pouvoir retrouver la plume de cet auteur. Le deuxième roman que j'ai inclus dans cette sous-catégorie, c'est un rescapé de mon Black November, mais parce que aussi je suis contente de pouvoir le garder pour le Cold Winter. Il s'agit du Passager sans visage de Nicolas Beuglet. J'avais lu en tout début d'année et j'avais adoré le premier tome, donc le dernier message. On suit ici une enquêtrice récurrente chez Beuglet qui est Grace Campbell et qui est écossaise. C'est ce qui m'avait attiré à l'origine, vous vous en doutez bien. Mais il paraît que celui-là est aussi bon, voire encore meilleur que
le premier, donc écoutez, moi il m'en fallait pas plus. Je suis très très contente de pouvoir retrouver cet auteur et surtout de pouvoir retrouver ce personnage de Grace qui semble cacher bien des secrets et j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur elle. On finit avec le pôle Nord et on passe à la deuxième sous-catégorie, pôle Sud, qui contient les mots-clés voyage, cheminement personnel et évolution. Ici, j'ai 3 romans à vous présenter. Tout d'abord, j'ai envie de lire The Evolution of Calpurnia Tate de Jacqueline Kelly. Pourquoi je l'ai choisi? C'est tout simplement dans le titre. C'est un roman un petit peu à la Anne of Green Gables. On est sur un roman initiatique. On va suivre une petite fille qui vit, il me semble, oui c'est ça, elle vit à la fin du 19e siècle et donc on attend certaines choses d'elle dans la mesure où c'est une fille de bonne famille. Elle doit être éduquée d'une certaine façon. On attend d'elle qu'elle fasse un bon mariage, etc. Sauf que elle est passionnée par le jardinage, les plantes, la botanique. C'est son grand-père qui l'a initiée. Et donc, je pense qu'elle va essayer un petit peu de sortir des sentiers battus et de tracer son propre chemin. C'est un classique de la littérature jeunesse anglophone. Je ne l'ai jamais lu, mais je suis contente de pouvoir le découvrir. Ça a l'air vraiment très doux, très touchant. Peut-être assez drôle aussi si c'est comme Anne of Green Gables, mais je suis très contente de le lire. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que de la même façon que dans Anne, on a souvent le passage des saisons, là il y a moyen qu'il y ait des bouts qui se passent en hiver. Je le garderai peut-être pour la fin du challenge, pour quand on se rapproche du printemps, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un élément lié aux saisons dans ce roman, et je suis ravie de pouvoir découvrir La Plume de Jacqueline Kelly. Dans un tout autre registre, j'ai choisi pour cette sous-catégorie Royal Assassin, qui est le tome 2 de L'Assassin Royal, donc de Robin Hobb évidemment. Je dis tome 2, on est bien sur le découpage anglophone, je sais que le découpage en France, notamment en édition poche, c'est un peu différent, et donc ça je pense que ça correspond éventuellement au deuxième intégral, ou alors la deuxième partie du premier intégral en français, bref, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'ai lu le premier tome il y a de cela bientôt 4 ans. J'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice, je m'étais pas mal attachée à Fitz, mais j'avais pas non plus trouvé ça formidable, peut-être parce que c'était juste le premier tome et c'était donc très introductif et assez lent. Et là, dans la mesure où je l'ai trouvé cet été en occasion, je me suis dit que justement ça serait l'occasion d'y retourner. Je me l'étais gardé pour ce Cold Winter. Et écoutez, on en entend encore énormément parler et on en entend beaucoup de bien, mais en fait, pour être honnête avec vous, pourquoi j'ai envie d'avancer dans cette saga, c'est pour pouvoir ensuite avancer dans les autres sagas de l'autrice, notamment Les Aventuriers de la Mer, et j'ai lu qu'il valait mieux les lire à peu près dans l'ordre, c'est-à-dire de commencer par L'Assassin Royal avant de lire Les Aventuriers de la Mer. Donc voilà, écoutez, je l'ai, même si il est énorme, hein, il fait, il doit faire 1000 pages. Oh, non, pas tant, il fait que 750 pages, bon ça va. Il fait 750 pages, donc ça va être une bonne brique, il va pas se lire tout seul, mais j'ai bien envie d'avancer dans cette saga, et pour pouvoir ensuite, si ça me plaît, avancer dans le reste de l'œuvre de l'autrice. Pour cette sous-catégorie, j'ai également inclus un roman du PLIB 2022. J'ai envie de lire Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Ça fait pas du tout hiver, on est bien d'accord, mais là j'ai joué sur le mot-clé voyage, dans la mesure où ça se passe dans le désert, donc pour moi, il y avait cette idée de s'évader, voyager, découvrir un décor que je ne connais pas forcément et que je retrouve pas énormément dans mes lectures, en tout cas personnellement. Il me semble qu'il va être question de souvenirs, je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je ne suis pas, contrairement à beaucoup de gens, une immense fan de Aurélie Wallenstein, mais parce qu'à mon avis je n'ai pas lu les bons romans. Pour l'instant je n'ai lu que La Mort du Temps, qui avait été une grosse déception, et donc je me dis que la découvrir dans un tout autre registre, ça peut être chouette. En plus ça fait partie du PLIB 2022, donc c'est l'occasion. Et peut-être que ça me réconciliera avec elle et que je prendrai plaisir à découvrir le reste de ses livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'encouragera peut-être à le caser plus facilement. Dernière sous-catégorie de ce 4e menu, elle s'intitule Forêt enneigée, et il faut lire des livres avec le mot-clé Animaux, écologie et nature writing. Ici, j'ai donc choisi de lire L'Éden des sorcières, un petit manga de Yumeji, parce qu'apparemment on est sur une fable écologique, on est dans un monde où tout est dévasté et où en fait la faune et la flore ont décidé de fuir et de se cacher, et les seules personnes qui sont capables de communier avec la faune et la flore sont les sorcières, sauf qu'elles ont un peu été mises au banc de la société, j'imagine, du fait de leur pouvoir. J'imagine qu'elles sont craintes, hein, forcément, quand on est puissante, on est craint, notamment quand on est une femme, mais j'en entends beaucoup de bien de ce manga, et encore une fois, un petit manga, ça permet de se glisser une petite lecture rapide entre 2 gros romans. J'aime beaucoup le style graphique, c'est pas exactement mon préféré en manga, mais ça reste très
très fin, très joli, j'aime beaucoup, ça a l'air assez délicat, ça a vraiment l'air très très beau et très poétique. Donc je suis contente de découvrir ce tome 1 et pourquoi pas, si ça me plaît, me procurer le tome 2 pendant que je suis en France. Je sais même pas s'il est sorti, donc ça se trouve je dis des bêtises. Mais donc voilà, une petite lecture rapide, mais qui a l'air, ma foi, très chouette. On passe au menu bonus, parce que oui, vous commencez à me connaître, et vous doutiez bien que je ne pouvais pas passer à côté du menu bonus, notamment au vu de ses sous-catégories. Vous allez voir qu'au final, même si c'est un menu bonus, et ben j'ai mis autant de romans que dans les autres menus, c'est une catastrophe. Alors, je vous ai même pas dit le titre de ce menu, il s'agit de Sorcellerie hivernale, et la première sous-catégorie de ce menu, c'est Étoiles des neiges, avec les mots-clés astrologie, astronomie et science-fiction. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai mis 5 romans dans cette sous-catégorie. Moi qui lis assez peu de SF, et bah écoutez, ça m'a plutôt inspirée, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, j'ai inclus encore et toujours un rescapé du Pumpkin Autumn Challenge, mais celui-là, c'est sûr, je vais le lire cet hiver. Je veux lire Skyward de Brandon Sanderson, qui avec le sous-titre Claim the Stars, donc il était vraiment parfait pour cette sous-catégorie, la référence directe aux étoiles. En français, il me semble que le titre du roman, c'est Vers les étoiles, donc vraiment, on est parfait pour cette sous-catégorie. On est sur de la science-fiction young adult. Pour l'instant, je ne connais Brandon Sanderson que en adulte, donc je me suis dit que ça changerait. Et j'en ai que de bons échos, donc écoutez, ça me permet de faire d'une pierre deux coups, découvrir Brandon Sanderson en science-fiction et découvrir en young adult, donc c'est parfait. Ensuite, ça ne vous surprendra pas si vous avez regardé mes vlogs il y a quelques temps, je veux lire Dune de Frank Herbert. Évidemment, on est ici sur l'édition du film que je trouve absolument immonde. Je déteste les éditions qui reprennent les affiches de films, mais quand j'étais en librairie, je n'avais trouvé que celui-là. Écoutez, si vraiment j'adore, je me le procurerai sous une autre édition. J'ai adoré le film. Avant ça, j'avais vu que le vieux film, et il y a très très longtemps, j'en avais pas beaucoup de souvenirs pour tout vous dire. J'ai adoré le film de cette année et j'ai bien envie de continuer dans cette saga, d'en apprendre plus sur le monde d'Arrakis et d'en découvrir plus forcément sur le destin de nos personnages. J'ai pas envie de vous spoiler si vous ne connaissez ni le livre ni le film, mais sachez que c'est de la science-fiction à la fois classique dans ses personnages et dans sa construction, mais aussi très original dans son univers. C'est assez classique dans le sens où on est sur des complots, des rivalités, etc. Mais j'avais trouvé l'univers très sympa et assez poussé, et je suis surtout très curieuse de découvrir la plume de Frank Herbert. Apparemment, c'est assez accessible, même si ça reste des livres plutôt denses. La plume en elle-même, apparemment, est assez accessible, donc j'ai bien envie de découvrir ça et de vous faire mon propre retour, et éventuellement de continuer sur la suite. Ensuite, toujours dans cette sous-catégorie, j'ai envie de lire non pas un, non pas deux, mais 3 livres du PLIB 2022. Tout d'abord, j'ai envie de lire Nos jours brûlés. Je n'en sais pas grand-chose de ce roman, sauf qu'il s'agit d'un roman qui croise science-fiction et fantasy, ou en tout cas science-fiction et fantastique, avec une inspiration africaine. Donc écoutez, moi il m'en faut pas plus. Si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, je vous mets le lien vers le résumé en barre d'infos. Mais voilà, moi il me fait envie comme ça, et j'ai pas besoin d'avoir d'autres informations. Ensuite, j'ai envie de lire Sélestopol 1922. Je ne me souviens absolument pas du résumé, je saurais simplement vous dire que j'en ai eu d'excellents échos et que je l'avais mis dans ma liste des 25. Écoutez, il a passé la barre des 25, et je vais le lire. Et enfin, j'ai envie de lire dans cette sous-catégorie Biotaniste. Pareil, je sais que quand j'avais lu le résumé, j'avais adoré, il m'avait vraiment attiré. Je sais que ce que je vous dis ne vous sert absolument à rien dans la mesure où je suis incapable de vous faire des résumés, mais écoutez, si je les ai mis dans ma liste des 25, c'est qu'il y a une raison, et en plus, ces 3 romans ont comme point commun d'avoir eu de très bons retours jusqu'ici, donc il m'en fallait pas plus. Je suis très contente toujours d'étendre ma culture dans le domaine de la science-fiction. On passe à la deuxième sous-catégorie de ce menu, et elle s'intitule Baba Yaga, sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Là encore, vous vous doutez que j'ai casé plus de 1 ou 2 romans ici. Le premier, encore et toujours un rescapé du Pumpkin, je vais lire cet hiver The Familiars de Stacey Halls. En français, il a été traduit par Les sorcières de Pendle. Il a eu un succès retentissant. Il mêle féminisme et chasse aux sorcières au sens historique du terme. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus dans la mesure où on l'a vraiment vu absolument partout, mais donc voilà, j'avais bien envie de découvrir la plume de l'autrice. Il va être question à mon avis de sororité, d'entraide, mais aussi forcément, et ça va peut-être
peut-être aborder des sujets difficiles. Il paraît que la plume est vraiment sublime, donc je suis très contente de lire et de me faire mon propre avis. Un autre rescapé de mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai très envie de lire Girl, Woman, Author de Bernardine Evaristo. On est ici pas du tout sur de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction ni quoi que ce soit, on est sur du contemporain. On est même sur, à mon avis, sur quelque chose qui est à la limite de l'essai. On va suivre des portraits de femmes à travers tout le XXe siècle. On se centre sur la Grande-Bretagne. Bernardine Evaristo est une autrice noire. Et donc je pense qu'elle va évoquer la question du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire le croisement entre le féminisme et d'autres questions qui tournent autour de l'identité. Donc ici on va parler de femmes racisées, je pense. Pas que, je pense pas, mais ça va quand même être une thématique centrale de cet ouvrage. J'ai eu d'excellents retours sur ce roman / essai. Apparemment il y a quand même beaucoup d'humour et c'est très touchant, mais surtout très intelligent. Donc j'ai très envie de me faire mon propre avis. Je me dis qu'entre deux livres de fantasy ou de fantastique, ça sera parfait et que surtout je pourrais en apprendre énormément. On parlait de la chasse aux sorcières au sens historique avec The Familiars. Ici, j'avais envie de lire une histoire de sorcière au sens un peu plus strict du terme, quoique ça promet d'être très décalé. J'ai très envie de lire Equal Rights de Terry Pratchett, parce que on a eu Neil Gaiman, on a eu Stephen King, on a eu Brandon Sanderson. Qu'est-ce qu'il manquait dans cette pile à lire du Terry Pratchett? On est ici sur le 3e tome des Annales du Disque Monde et on va ici s'attaquer à la partie qui concerne les sorcières que l'on voit juste là. J'aime beaucoup le jeu de mots du titre entre rites écrit comme ça, donc les rites, les sortilèges, etc., les rituels, et rights, les droits, qui fait écho aux droits de la femme. J'adore Terry Pratchett. Les Annales du Disque Monde, pour l'instant, ça n'a jamais été des coups de cœur, mais c'est des lectures très divertissantes, très rafraîchissantes, ça fait beaucoup de bien. C'est extrêmement intelligent, c'est plein d'esprit, et j'adore, je suis ravie d'avancer dans cette saga. Je suis super contente d'y retourner. C'est des livres qui se lisent très vite et qui me mettent toujours de bonne humeur. Si vous n'avez jamais testé Terry Pratchett, foncez, c'est un classique et il y a une raison au fait que ça soit un classique, c'est pas un hasard. Enfin, dans cette sous-catégorie, j'ai envie de lire Fleur d'Oko dans le cadre du Plib. On est ici sur une histoire de sorcière encore, mais d'inspiration africaine, et il m'en fallait pas plus pour me convaincre. Il paraît que c'est très bien écrit, et comme il a passé la barre des 25, et écoutez, ça va être l'occasion de le découvrir et de découvrir la plume de l'autrice. On en arrive à la dernière sous-catégorie de ce menu bonus. Elle s'intitule Yule et il faut lire des livres avec les mots-clés mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Le tout premier, je ne l'ai pas en ma possession. Il s'agit de Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. Je l'avais précommandé grâce à un projet Ulule il y a quelques mois et il va être livré chez mes parents. Donc comme mon hiver cosy, je vais pouvoir le récupérer dans quelques temps. Pour vous parler de Là où réside l'hiver, on va être sur une histoire qui tire ses inspirations de plusieurs mythologies, notamment les mythologies nordiques, et on va avoir comme personnage entre autres Jack Frost, donc qui est un peu l'esprit de l'hiver. Ça a l'air très chouette, en plus c'est un livre illustré que Laetitia Arnoux a illustré elle-même. Il a l'air magnifique et j'ai vraiment hâte aussi de découvrir sa plume. Et enfin, si vous me suivez depuis le début de cette chaîne et que vous me suivez également sur mon Instagram depuis quelques années, vous allez rigoler et vous allez dire il serait peut-être temps qu'elle le sorte celui-là. J'ai envie de me lancer, mais j'ai très peur honnêtement. Je pense pas, en tout cas le lire en entier, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de me lancer dans Unfinished Tales de J.R.R. Tolkien, donc les contes inachevés de la Terre du Milieu et de Numénor que j'ai ici dans cette édition magnifique que je vous ai montré déjà plusieurs fois sur cette chaîne. On est sur un hardback en édition collector limitée que mon chéri m'avait offert il y a 1 an et demi. En fait, on est ici sur un recueil de contes qui, comme son nom l'indique, ont tous pour point commun de ne pas avoir pu être terminé par Tolkien avant sa mort, et donc c'est son fils Christopher, qui nous a d'ailleurs quitté l'année dernière, qui avait repris le flambeau pour avancer. On est sur des contes qui traitent par exemple des origines de la Terre du Milieu, ou qui se centrent sur certaines créatures et certains peuples, et rien que d'en parler, j'ai vraiment très envie de le lire, mais comme je vous le dis, il me fait peur, ne serait-ce que parce qu'il est assez gros. On se rend pas compte, c'est un papier très fin, c'est pas du papier Bible, mais il reste fin, et surtout c'est écrit très petit. Donc on est sur une lecture qui se ferait pas en un week-end, clairement.
Et aussi pourquoi j'ai peur, c'est parce que j'ai lu le Silmarillion il y a plusieurs années, j'avais beaucoup aimé, mais ça avait quand même été une lecture un peu laborieuse, c'est long et dense, il y a énormément d'informations. C'est la force de Tolkien, et ses détracteurs vous diront que c'est aussi sa faiblesse, c'est que c'est quelqu'un qui mettait énormément de détails dans ses écrits. Forcément, on est sur la construction d'un univers entier, c'est-à-dire qu'il n'a rien laissé au hasard, mais au final, nous en tant que lecteurs, c'est pas forcément facile à aborder, mais j'ai bien envie de tenter quand même, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le lire, si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune, ne serait-ce que sur un ou deux contes, moi ça m'aiderait à le sortir, parce que honnêtement, ça devient ridicule là. Donc voilà, écoutez, si une lecture commune vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça sera avec plaisir. Écoutez, c'en est tout pour moi et cette pile à lire absolument gargantuesque. Je vais pas réussir à vous montrer, je pense. Je vais peut-être essayer comme ça. Mais vous voyez, il y en a là. Il y en a là. Il y en a même là, derrière l'appareil photo. Il y en a partout. Je vais mettre une demi-heure à ranger. Je vais surtout mettre 2 ou 3 heures à monter cette vidéo. Donc je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire si vous participez au Cold Winter Challenge et si nous avons des lectures en commun ou si certains livres vous font envie. Et surtout, si vous participez au challenge et que vous avez publié une pile à lire, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, mettez-moi le lien de votre chaîne ou de votre post ou donnez-moi votre pseudo et j'irai regarder ça avec plaisir parce que j'aime bien regarder si on a des choses en commun. J'aime bien aussi découvrir des nouveaux auteurs que je vais pas forcément lire là pendant le challenge parce que là c'est plus possible, ça déborde, mais que je me garde pour plus tard. Donc vraiment faites-le, ça sera avec plaisir que j'irai regarder votre pile à lire et que je vous laisserai un petit commentaire. N'hésitez pas à votre retour à commenter si ça vous a plu, à liker cette vidéo parce que honnêtement ça aide vraiment la chaîne. Pensez peut-être à vous abonner si c'est pas encore fait, ou alors éventuellement à recommander cette chaîne à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas et à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis vraiment un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je vous comprends, ça n'a pas dû être facile. Je vous dis à très bientôt. Ciao!